Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le numéro 6 de la sixième saison et je suis accompagné de Natacha ce soir. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir les amis. Alors je n'ai plus le droit apparemment à mon petit surnom. Vous le connaissez, Antoine? Natacha Chacha? Moi je crois. Ouais, bah oui, mais celui qui utilisait ton petit surnom n'est plus là, je crois. Mais c'était toi. Ah non, c'était avant que tu disparaisses et que tu te transformes en figurine pop. Mais nous sommes Exactement, de retour. Nous sommes de retour. exactement. Bon, pas les autres, ils sont toujours restés en figurine pop. Alors moi, pour preuve, hein, elle est à côté de moi. Pour ceux qui n'ont pas la ref, regardez notre petite émission d'Halloween, hein. En plus, on s'est donné, hein, à fond dans cette émission. Mais vous étiez pas au rendez-vous parce que grand week-end, forcément d'Halloween, il y avait plein de gens ailleurs. Donc, petite session de rattrapage là, juste après cette émission. Allez voir la séance d'Halloween, vous allez voir, vous allez vous régaler. En tout cas, moi je constate, Natacha Chacha, que tu vas beaucoup mieux. Ouais, j'étais malade. Alors j'ai encore un petit voile sur la gorge, mais j'étais vraiment malade, j'avais la voix cassée, donc je t'avais fait un truc genre: «Bonsoir Antoine». Ah mince, donc c'était pas du l'acteur studio, tu étais vraiment malade. Pâle. J'étais vraiment malade et j'avais un petit peu amplifié, j'avais mis, parce que j'ai maigri du coup, parce que je suis restée assez longtemps malade et j'avais mis, tu vois, du violet là pour bien marquer les Des et puis traits. l'autre un Mmh. maquillage de dingue. Alors Antoine, il était, avec des traits là partout, avec des yeux noirs. Il y avait Jérôme, pareil et puis, on avait Fleur qui était déguisée en Oui. Scully. Mmh. Elle était marrante, elle faisait des poses comme ça et on avait, Amel, sorcière, comme l'année dernière d'ailleurs, avec sa jolie tenue de sorcière. Bon, c'était une émission assez sympa. Oui, moi je voulais juste faire une petite dédicace à Stéphane Bourg, ou Stéphane Bourg si on prononce pas le G, qui m'a fait rire dans son commentaire, qui disait: «J'ai les mêmes yeux qu'Antoine quand je regarde un discours de Macron». Oh! Oh, ouais, j'adore. Il parlait de mes yeux d'Halloween, hein, bien sûr. Complètement explosé. Merci Stéphane pour ce commentaire. Je C'était très drôle. Ouais, moi je les écoute même plus les discours de Macron. Non, il y a pas besoin. Donc voilà, on est une semaine après Halloween et moi je me suis dit, je vais rester dans un petit sujet qui pourrait faire peur à certains, voire certaines d'entre vous. Ce soir, Natacha, peut-être que tu es dans cette catégorie de personnes. Je vais parler d'araignées. Est-ce que tu as peur des araignées? Non, absolument pas. Non. Oh, c'est même pas drôle. Non, non, j'ai pas peur des araignées, vraiment pas. Je les Non, ils sont des insectes, enfin c'est pas des insectes, pardon, c'est pas des insectes. Tu nous diras. D'ailleurs, je me souviens plus du nom. Tu sais, on fait une catégorie, les insectes ont je sais plus combien de pattes, les Mmh. hein? Non, ben non, j'ai pas été là-dedans. Non, non, donc je te dirai pas. C'est-à-dire moi, j'aime pas les araignées. Tu aimes pas les araignées? Bon, Ah non, non, j'aime pas ça. bon. Elles ont pas le droit de rentrer chez moi. Bah, elles rentrent et on les Eh sort. bien, elles survivent pas. Mais pourquoi tu les tues? Il suffit de les mettre dans un récipient, tu glisses un papier dessous et hop, dehors. Oui, puis je leur fais un petit bisou aussi, hein? Vous en C'était pas pensez quoi les obligé, amis? pas obligé d'aller jusque-là. Tu as des envies bizarres. Vous découvrez des trucs chez Antoine, Mmh. hein, Non, non, je sur les les mets araignées, dans un petit bocal avec un petit papier et cetera. Non, non, ça se passe pas comme ça. En tout cas, ce soir, moi, je vais vous parler d'araignées. Et toi, ma chère Natacha? moi, je vais vous parler d'abord d'une réincarnation, mais vous allez voir, c'est peut-être pas ce que vous attendez. OK. Bon, ben voilà, un petit programme tranquille, juste pour ceux qui s'attendaient à avoir, comme je l'avais annoncé dans un petit teaser, il y a quelques semaines, l'émission, sur la Lune ce soir, le Moon Hoax, c'est reporté parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, finalement sur ce sujet-là. Mais vous inquiétez pas, ça sortira au mois de novembre, parce que voilà, j'essaie de vous préparer quelque chose qui sera vraiment très intéressant. Donc ça sera pour très bientôt.
Et bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur une caverne qui a été découverte. Alors, finalement, c'est pas si récent que ça. En tout cas, la découverte de la caverne, c'est une caverne qui a été découverte en 2022 et qui s'appelle la Sulfur Cave. Est-ce que tu as entendu parler de la Sulfur Cave? La sulfure cap? Cave. Ah. The Sulfur Cave. Le sulfure cave. Alors déjà, c'est pas en France, mais non, j'ai jamais entendu parler de ça, donc je suppose que c'est un truc où il y a des araignées. Jusque-là, je crois que j'ai bon. Je me reconvertis en voyante. Ouais, ouais, t'as pas tort. Et c'est pas une araignée qui vient dans cette grotte. C'est pas deux araignées, selon toi. Combien est-ce qu'ils en ont découvert d'araignées dans cette grotte? Ah, des milliers. Je Mhm. sens bien le truc comme ça. Mhm. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Oui, bah là, effectivement, c'est peut-être un peu moins Hein? mon Ouais, je truc, t'ai hein. vu faire Ouais, une petite moue là. ouais, ouais, là, j'avoue que je fais pas la fière. Allez, on va aller voir ça, je partage. Ah, c'est une grande toile d'araignée en plus. Voilà. cent Attention. onze mille. Mais ils les ont comptés! Une par Mais une, bien c'est des sûr. malades! Mais comment tu vas pas compter des araignées? Bah Tu si, dis: «OK, le problème c'est que je vois, il y a un truc là, je me barre». Roger, en plus, il s'est trompé à 98 000, donc ils ont dû recompter depuis le début, tu vois, il en a oublié une. Non, forcément, c'est estimatif. Ils expliquent pas d'ailleurs comment est-ce qu'ils arrivent à ce chiffre-là, mais 111 000 araignées environ Ouais, ça fait ch habiteraient cette grotte qui se situe en Albanie. OK. Et, et ce qui est assez surprenant, c'est que logiquement, les araignées entre elles, elles sont plutôt cannibales, c'est-à-dire que elles vont se bouffer, ça cohabite pas très très bien des araignées entre elles. Et là, ce qui est Mmh. d'autant plus surprenant, c'est qu'il y a deux espèces d'araignées qui cohabitent dans dans cette même grotte. Il y a la Tegenaria domestica, environ 69 000 individus, et la Prinericon vagans, pour 42 000 araignées. Eh bien, écoute, visiblement, elles ont l'air de bien s'entendre, et non seulement elles s'entendent plutôt bien, et elles font des toiles de malades. Ouais. Là, je ne sais pas si tu aperçois un petit peu, allez, Si, si, moi je croyais que c'était la grotte, mais en fait, c'est l'étoile. c'est des toiles. C'est juste horrible. Ça là, pour le coup, ça fait vraiment les cauchemars, hein. Regarde cette petite toile, si Ça, c'est la toile, ça? ça c'est la toile. Regarde, je vais mettre un peu Ah de d'accord. mouvement. Regarde ça. T'as vu? Ouais. Eh bien, derrière, il Voilà, y a je des crois que milliers. tu en as à mon avis, tu en Ça as bouge perdu là. plus d'un là. C'est Dans c'est clair. Imagine s'il la perce, cette toile. non, non, j'imagine pas. Ah, c'est Là c'est là, oui. le nombre Là là, d'araignées non. qui dégringole. Bon. Non, Et- j'imagine toujours pas, je veux ah, pas imaginer ça. ah, tu faisais la fanfaronne tout à l'heure. Ouais, Ouais, petite ouais, non, araignée. mais Non, quand moi, j'ai pas peur. Moi, je suis pas. j'ai une petite araignée à la maison, Hum, voilà, je lui glisse un petit truc dans la voilà, ça, hop, on est hum. copines toutes les 2 et puis elle sort, elle va faire sa vie, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Puis tu vois, là, Mais moi, j'ai pas ce genre de machin non plus, hein. c'est pas la petite araignée non plus, tu vois. On n'est pas loin Ah, de la tarentule, là. Hein. c'était une histoire d'Halloween. Ouais, ça aurait pu être une histoire d'Halloween, cette histoire-là. Mmh. Et bien, figure-toi finalement que ce scientifique, parce que du coup, forcément, ça. Donc, ces archéologues, hein, des archéologues, des spéléologues qui ont d'abord découvert la grotte, et ensuite, il y a les scientifiques qui sont intéressés à cette grotte, parce que finalement, ils risquent rien d'appuyer sur cette toile, parce que c'est un entrelac de toile qui est tellement épais, même si, quand je dis épais, c'est-à-dire que ça fait pas 1 mètre d'épaisseur, mais les toiles d'araignée, s'il faut savoir, c'est le matériel le plus résistant au monde. Et d'ailleurs, il y a des Mmh. études aujourd'hui qui sont faites pour pouvoir développer les fils de soie d'araignée, pour pouvoir les utiliser dans certaines industries, comme l'industrie médicale, par exemple,
Mmh. Mais dans un autre secteur plus surprenant, c'est il y a des industriels qui ont inventé un gilet pare-balles fait de fil d'araignée. Eh bien, figure-toi que ce gilet pare-balles réalisé par les fils d'araignée, il est 5 fois plus puissant que le Kevlar, 5 fois plus résistant. C'est-à-dire que logiquement, quand tu te prends une balle et que tu portes un gilet pare-balles, bon, ben, tu as le choc. Si c'est une armure de Kevlar que tu as, le choc est absorbé. Alors là, avec une armure réalisée avec des fils de soie d'araignée, eh bien, c'est beaucoup plus absorbant, beaucoup plus résistant. Et en plus, c'est beaucoup plus flexible. Tu ne ressembles plus à Robocop. Tu as vraiment quelque chose qui te protège. Eh bien, euh, eh bien, il y a carrément voilà, une industrie, des chercheurs qui ont essayé de développer ces fils de soie d'araignée parce que, eh bien, pour leur propriété, parce que du coup, un article, on appelle un autre, quoi. J'ai lu plein d'articles sur les araignées. Toi qui aimes Et pas au ça. final, c'est super, ça reste quand même super intéressant, même si j'ai toujours horreur des araignées. Et, euh, et donc, ces fils de soie sont extrêmement résistants. Mais voilà, il y a un problème, c'est que produire industriellement ou faire produire industriellement du fil de soie d'araignée par des araignées, c'est juste impossible. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure en introduction, les araignées, eh bien, elles sont cannibales, quoi. Elles ne supportent pas. Mettre des araignées en batterie pour pouvoir faire du fil de soie, ça marche pas. D'où la grotte de tout à l'heure, la Sulfur Cave. Euh, c'est un cas vraiment unique qui en est autant au même endroit. Donc, nos amis industriels et nos amis scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait, selon toi? Ils se sont dit, si on ne peut pas faire produire du fil de soie par des araignées, eh ben, on va essayer de le faire produire par d'autres espèces, par transgénèse. Mmh. Alors, est-ce que tu as une petite idée des espèces qui pourraient être utilisées pour Ah, le fil fabriquer de soie déjà, le fil de soie déjà, c'est le Bombix, mais il en produit déjà, c'est ça, le ver à soie, tout à fait. le ver à Donc, soie. effectivement, ils ont intégré des protéines qui produisent le fil de soie d'araignée, des araignées, dans du Bombix pour pouvoir faire une espèce de mélange de fil de soie, de ver à soie et fil d'araignée. Mmh. Mais ça n'a pas été la meilleure production. Le fil est moins résistant, donc ils ont essayé de trouver une autre méthode beaucoup plus productive pour faire ce fil. Tu ne trouveras jamais, hein. Euh, Non. Mmh. Non, je crois pas. Allez, ils ont utilisé des chèvres. Des chèvres? Des chèvres. Là, j'ai Alors, du mal. Là, je là, tu t'avoue, j'ai du mal. as du mal. Ouais. Donc, ils ont transformé, ils ont implanté du gène codant pour la production de soie d'araignée dans du code ADN de chèvre pour pouvoir générer ce fil d'araignée. Alors, moi, bêtement, je me suis dit, bah oui, les chèvres, bon, ça va être les poils de chèvre, tu vois. Il faut avoir au lieu d'avoir des poils de chèvre qui poussent, des poils d'araignée. J'en sais rien, quoi. Pas du tout. C'est des conneries, ça. Alors, en fait, la soie d'araignée, elle va se générer dans le lait produit par les chèvres. Donc, c'est-à-dire que les mamelles de la chèvre va produire du lait dans lequel il y aura des protéines qui correspondent au fil de soie et après qu'ils vont pouvoir retraiter, épurer pour récupérer
cette, cette soie d'araignée. C'est cinglé, hein. C'est fou. C'est complètement dingue. Complètement, ouais. Mais avec le lait, bah, je vois pas là. Tu vois pas, ben, en fait, je pense pas que le lait soit buvable par les petits chevreaux, donc tu vois, mais il est exploitable pour pouvoir, une fois qu'ils extraient le lait, sortir. Alors après, la technologie, je sais pas si c'est évaporation, machin, etc. Mais toujours est-il qu'ils arrivent à faire du coup de la soie d'araignée pour pouvoir ensuite les utiliser, tu vois, dans les fameux gilets pare-balles, les Dragon Silk. Ah oui, Et ça, ce sont oui, d'accord. ça date depuis 2012, cette technologie. Tu vois, c'est pas d'hier. Il y a une société qui l'a mise au point, mais qui malheureusement, quoi malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, en tout cas, mais qui a fait faillite, parce que finalement, c'était pas assez rentable. C'est-à-dire que ça marche, mais en termes de production, de volume de production, de coût de production, finalement, c'est pas suffisamment rentable pour pouvoir avoir suffisamment de fil à tisser pour pouvoir ensuite faire voilà, des vestes par balle, etc. C'est Donc, incroyable. donc ça signifie que, de toute manière, on le sait bien, hein, l'homme s'inspire de la nature pour pouvoir faire tout un tas d'inventions, et on n'en est encore qu'au balbutiement. C'est pas, on n'a pas encore, on s'est beaucoup inspiré, mais on n'a pas fini de s'inspirer de la nature. Mais là, c'est plus de l'inspiration, là, ils modifient la nature, Exa- heu, pour, pour essayer de reproduire un truc à une échelle humaine et industrielle, de quelque chose qu'elles font, naturellement. Mais pour Exactement. ça, ils vont modifier quand même des Mm, bestioles, mm, mm, mm. des chèvres. Mmh. Et puis un jour, on va se retrouver avec des chèvres araignées et là, Et là, ah, tu vas être fin toi à vouloir les tuer là, hein? hein, avec ma savate, allez, viens là, la chèvre Ah. araignée. Non, puis bon, bah, tu peux ne pas les tuer, moi je te le dis. Pourquoi tu vas tuer une bête qui est plus petite que toi? Parce que tu as la trouille. Tu peux J'ai la pas la sortir. trouille. Tu as la trouille. Je la fais sortir. En réalité, je la tue pas, parce que je vais choquer tous les amis défenseurs des animaux. Je ne tue pas l'araignée avec une savate. Je la fais sortir en l'aspirant pour mon aspirateur. Et Oh, donc, donc elle vit dans un nouvel écosystème où il y n'importe a quoi. plein de bactéries, plein de choses. Donc, elles sont bien après, tu vois, et avec plein Non, de non, copines. non, non, elles sont pas bien, elles ont pas plein de copines, elles sont mortes, donc prends un verre, mets un papier dessous et vire-moi cette araignée. Bon, ça re-rentre. Ça re-rentre tout Mais le c'est temps. un mais c'est pas la même. Ouais, ouais, c'est pas la même. Attends, mais tu vas voir, toi, les chèvres araignées aussi. Tu verras quand il y en aura des chèvres araignées. Je leur donnerai mon adresse, je leur dirai, allez voir Tu Natacha. vas m'en donner à moi des chèvres araignées. Ouais, Cette exactement. émission tourne bizarrement. Les amis, s'il vous plaît. Allez, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penserais si finalement je te disais que les araignées, c'est peut-être une espèce super intelligente? Est-ce que ça te ferait pas encore plus flipper, finalement, que la chèvre araignée? Ah non, moi ce qui me fait flipper honnêtement, hein, c'est pas que les bestioles soient intelligentes, c'est que les êtres humains s'amusent à faire leurs conneries en se croyant intelligents. Ouais, là, ça me fait flipper. Ouais, eh bien là, je vais peut-être te faire réviser ton avis là-dessus avec cette araignée-ci. Elle est cool, hein? On dirait qu'elle est en boîte de nuit. La Psecrus clavis, qui se trouve dans quel coin du monde? En Asie de l'Est. C'est une araignée, voilà, endémique de Taïwan. Petite araignée nocturne qui a développé une stratégie de chasse des plus surprenantes. Donc là, vous la voyez très bien, cette araignée, elle a une petite luciole entre les pattes. Et selon toi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec cette luciole? À part attirer les proies, je ne vois pas. Eh bien, c'est exactement ça. Elle n'est pas en Ah, train de la becqueter, la luciole. non, non, elle la tire. En fait, elle a attrapé la luciole pour la mettre au centre de sa toile, la garder vivante,
de façon à ce que la luciole produise de la lumière, attire d'autres proies qui, elles, se feront becqueter par l'araignée. Mmh. Donc, c'est-à-dire que l'araignée, à un moment donné, elle a été douée, on va raisonner ensemble, Natacha, elle a été douée d'observation. Elle Mmh. s'est aperçue que quand il y avait une luciole qui se mettait dans une toile, bizarrement, il y avait peut-être plus de mouches, de papillons de nuit, etc., qui venaient se mettre aussi dans la toile. D'ailleurs, les scientifiques ont fait le test, hein, c'est pas très dur à faire comme test. Ils ont pris une petite LED, ils ont mis la petite LED au milieu d'une toile d'araignée, et effectivement, il y a plus de bestioles qui viennent sur la toile quand il y a une LED que quand il n'y en a pas. Et c'est encore plus efficace avec une luciole, parce qu'en plus, il y a le côté vivant. Donc, elles ont observé que si elles utilisaient une luciole, quoique quand il y avait une luciole qui émettait de la lumière, ça attirait beaucoup plus les autres insectes nocturnes, et que du coup, si elles réfrénaient leur appétit en se disant, le petit casse-croûte là, on le laisse ici parce qu'il peut servir, donc c'est-à-dire c'est de l'utilisation d'outils finalement, eh bien, elles pouvaient capitaliser sur leur on va dire, petite économie, et attirer beaucoup plus de proies. Mmh. Eh bien, écoute, moi, je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça cinglé. Parce que ça signifie que finalement, ces bestioles-là, elles sont douées de raisonnement. Intelligent, je ne sais pas, mais en tout cas, de raisonnement. Ben si, c'est une intelligence. Mhm. Et Moi, je après, trouve toi, ça tu... génial. Moi, je trouve ça formidable et j'aime bien que les êtres humains commencent à s'apercevoir. Je suis très protection, hein, de pour tous ceux qui détestent les araignées ou les bestioles, c'est pas avec moi qu'il faut parler. Parce que moi, je trouve ça absolument formidable. Je j'observe les fourmis, j'ai lu des trucs sur les fourmis, c'est incroyable. Elles ont les fourmis, nous dépassent en termes d'années, en fait. Elles sont sur terre depuis plus longtemps que nous. Elles utilisent, les pucerons, elles les élèvent, hein, c'est leur bétail pour faire du miel. Il y a tout un tas de trucs sur les fourmis, elles sont vraiment intelligentes, mais elles ont une autre intelligence, c'est pas une intelligence individuelle, c'est une intelligence de groupe et De ça, je ruche, trouve ouais. ça génial. Mais c'est extraordinaire. Il y a plein de tu vois l'intelligence, dans le vivant, mais de toute façon, c'est beaucoup plus intelligent qu'un petit cerveau humain, quel que soit le degré d'intelligence de ce petit cerveau humain. D'ailleurs, C'est est-ce que tu génial. savais qu'en termes on va dire, Je parle de de masse... l'intelligence du vivant, hein, Ouais, je ouais. je vais pas préciser qu'une fourmi va créer une fusée spatiale. Je parle de l'intelligence de la vie. C'est ça que je Elle disais. pourrait peut-être créer une fusée spatiale au bout de quelques C'est millions pas ce que d'années j'ai dit, hein, d'évolution. parce que certains vont me dire: «Ouais, Ah, attendez, pourquoi pas? c'est pas En, ce que en j'ai tout dit». cas, en termes de Oui. masse volumique, quoi, je ne sais pas si on peut dire le terme masse volumique, mais en tout cas, si tu cumules la masse de toutes les petites fourmis qu'il y a sur la planète, elle représente un poids supérieur à celui du cumul de toute la masse des êtres humains sur la planète. C'est Donc, incroyable. voilà, les fourmis sont effectivement, quelqu'un qui étudierait la Terre de loin, bah, finalement, c'est peut-être pas les hommes qui verraient, mais les fourmis. Bah, figure-toi que alors là, c'est une petite expérience que je me suis amusée à faire. Je me suis dit: «OK, imaginons quelqu'un qui arrive sur terre aujourd'hui, il descend. Pourquoi est-ce qu'il irait causer avec un être humain? Imaginons qu'il tombe sur un crapaud et pourquoi le crapaud n'aurait pas autant d'importance qu'un être humain? Pourquoi il irait discuter avec le président des États-Unis comme dans tous les films? Non mais sérieusement, Hmm. c'est pourquoi est-ce que nous serions le centre de cet écosystème? Et pourquoi on ne parvient pas à ne pas bousiller cet écosystème? Comment ça se fait que nous, les êtres vivants, on se dit: «Tiens, on va avoir un système capitaliste qui va jusqu'à bousiller le vivant». Juste on faut imaginer quand même que nous faisons partie de ce vivant et que du coup, nous allons si nous polluons ne l'endroit où nous vivons, nous allons nous polluer et mourir. Enfin voilà, bon, je vous laisse avec mes petites réflexions, mais Ouais. Parce que, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Ben, parce que.
et parce que, bah, par l'avidité. Attends, Parce que je me pose ces questions, je réfléchis en ce moment, sur sur l'exploitation justement du vivant, comme je le dis depuis tout à l'heure, des autres êtres humains, de notre écosystème. Je réfléchis à ça et je me dis: mais quelle débilité ce capitalisme-là!» Et je vais m'arrêter parce que je suis très énervée, hein, contre, ce système-là, mais on nous a inculqué, on nous a manipulés, on nous a inculqué l'idée que sans ce capitalisme qui fait que peu ont beaucoup et que beaucoup ont peu, je le rappelle, on nous éduque dans l'idée que, bah, c'est le meilleur système pour nous. Or c'est faux. Donc là, je profite de ma petite plateforme pour dire: «On va réfléchir autrement. Peut-être qu'on va commencer par pas tuer les araignées». ou élever des chèvres araignées, c'est autre chose. Non, justement, ça c'est le système capitaliste. En tout cas, voilà, j'espère que, eh bien, on ne vous a pas fait peur avec nos petites histoires d'araignées qui auraient pu, apparaître dans l'émission d'Halloween. Ouais. Voilà, c'était les restes du repas d'Halloween qui étaient là. Alors, j'ai trouvé ça, intéressant. Tu vois, au début, j'avais repéré des articles sur les robots et cetera et puis finalement, voilà, je me suis dit: «Tiens, on va parler d'araignées ce soir». Voilà, Miss Web. Ouais, moi j'ai écouté plein de trucs aussi et j'avais envie de vous raconter une petite histoire, que j'ai écoutée, c'est Fabien Olicard. Fabien Olicard, j'aime bien, c'est un mentaliste, il va montrer un petit peu, il va faire des analyses, sur, par exemple, le discours de Macron face à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il fait pas une analyse politique, hein, il va analyser les comportements, le visage, le corps et tout ça. Donc c'est un mentaliste, comme je disais et puis, il s'est mis aussi à raconter des petites histoires façon Pierre Bellemare et en écoutant une, parce que je j'aime bien l'écouter, donc je vous renvoie à sa vidéo. Heu, on mettra sans doute dans la rappelle-moi le mot, je sais plus, Dans la la description, 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 YouTube. description YouTube. Pour renvoyer à cette vidéo puisqu'il le raconte très, très bien. Donc c'est une histoire de réincarnation. Alors moi, je ne sais pas si vous croyez à la en la réincarnation. On avait évoqué ces sujets de temps en temps avec Antoine. D'ailleurs, c'est une de nos premières res rencontres, hein. Je ne sais pas si tu te souviens Antoine, mais on avait évoqué ça parce que j'écrivais à l'époque des articles. Tout à fait, messire Godefroy, je m'en souviens. J'ai jamais dit que j'étais Godefroy. J'ai dit qu'il y avait des choses qui pouvaient potentiellement et puis il y avait aussi un gladiateur, tu te souviens? Ça c'est puis tu m'avais posé une question sur une marque que je pouvais avoir sur le corps qui montrerait, je vous renvoie à une ancienne émission. Alors là, il s'agit d'une histoire, donc qui se passe en fait, ça se passe dans une grande exploitation en Californie. Donc il y a des vachers qui sont là, il y a à peu près une douzaine de vachers qui travaillent, ils s'occupent du bétail et puis il y a un gars qui s'appelle, William Lawrence. Des heu, vachers, des les cow-boys? vachers hein? Des cow-boys? Les cow-boys, ce sont des Ah, cow-boys aux États-Unis, ce sont des vachers, voilà, des cow-boys et ce gars, William Lawrence, il, bon, il travaille un peu ardemment, mais en fait, c'est voilà, c'est pas le meilleur d'entre eux. Il a 35 ans, il habite dans une ferme où il a une petite chambre d'ailleurs et puis, on va dire il sort pas beaucoup. Il a ce il est normal, bon, il a un physique un peu banal et puis il est discret. Mais alors surtout ce gars-là, il est maladroit et il est tellement maladroit qu'il se fait rabrouer, par son patron qui lui en veut pas parce qu'il l'aime bien. Et il fait pas mal de bourdes et bien évidemment, un jour, il y a une grosse de ces bourdes qui va l'amener à un accident assez grave parce qu'il monte sur une jument. Donc il ne monte pas très bien le gars et évidemment, il fait pas gaffe ou je sais pas ce qui se passe, mais il rencontre un cheval, ce qui rend la jument nerveuse, tu vois? Et une jument nerveuse et ben, c'est assez instable, du coup, il tombe et il se cogne. Et là, ce qui va lui arriver, c'est un peu étonnant parce que, bah, il arrive à l'hôpital
il se réveille, il a un petit truc un peu grave quand même. Il se réveille et il demande, à l'infirmière qui est là, des tout de suite des pinceaux. Des pinceaux, un tableau quoi, pour peindre et il veut absolument peindre. Et puis il commence à parler avec une autre façon de parler, il parle un petit peu, d'une façon un peu, vol différente quoi, un petit peu plus, marquée. Guindé. Guindé, voilà, je trouvais plus le mot, j'ai le reste de ma maladie, je suis un peu fatiguée encore. Et cette histoire, elle est un petit peu passionnante parce que je pense que ça va vous faire vous poser des questions. Il y a certaines réponses que vous allez avoir, d'autres pas et Antoine, moi, j'aurais un petit peu envie de savoir ce que tu penses au fil de ce que je vais raconter. Donc on retrouve notre William Lawrence. J'ai pas oublié le nom, c'est bien ça, William Lawrence, voilà, je l'ai noté. On retrouve notre, William Lawrence qui va commencer à peindre, qui va, voilà et puis il dit en fait qu'il veut peindre pour retrouver qui il est vraiment. On voit qu'il est un petit peu confus, il va pas bien et puis, c'est une demande un peu étrange mais du coup, le médecin va lui donner des tranquillisants, va essayer de voir, son état de santé, mais il va plutôt bien, en fait. Il a pas de fracture. Bah, par chance, hein, en fait. Il a pas eu il a pas eu de problèmes cérébraux ou ce genre de choses et puis tous les jours, hein, il demande encore des toiles, des pinceaux, de la peinture et en disant: «C'est le seul moyen de savoir qui il est». Parce que il dit qu'il se souvient plus en fait de sa propre histoire et il dit à tout le monde que son identité, son histoire est là-dedans cachée dans un coin de son cerveau et que, bah, il y a pas encore accès et qu'il lui faut peindre. Alors tu trouves pas ça étonnant là, Antoine, à quoi ça te fait penser? Quelqu'un, tu vois, il a un petit trauma crânien, voire un gros trauma, mais il est en bonne santé quand même. Il dit qu'il se souvient plus, il lui faut des peintures et tout, des pinceaux et puis des toiles pour peindre. Mmh. Ça te paraît pas un peu étrange? Beh, Moi disons que ça j'attends la suite de l'histoire, en tout cas que tu la dises, parce qu'effectivement ce qui va paraître étrange, c'est la façon dont il va retrouver son identité. Où c'est tout là, à du fait ça. coup, parce que c'est pas, vous allez voir les amis, c'est pas juste le fait qu'ils se cognent la tête et puis ils se disent: «Ah bah, j'ai envie de peindre». C'est pas que ça, c'est Non, c'est pas ça. Il dit: «Je veux retrouver» parce que là, c'est pas ma vie. Il dit: «C'est pas ma vie, je dois retrouver», en plus, je te dis, il a un langage un peu sophistiqué, hein. C'est du vocabulaire un peu de oui, la haute, on est quoi. plus dans le garçon vaché, Non. qui parle son patois en roulant les airs, c'est Ouais, ouais, c'est ça mmh. et donc il commence à peindre comme ça et puis là, il signe ses toiles et il signe ses toiles d'un nom que moi, en tout cas, je connais très, très bien. J'espère que tu le connais aussi, vous le connaissez certainement. C'est Toulouse-Lautrec. J'ai été dans son lycée. Tu étais dans le lycée de Toulouse-Lautrec, donc tu connais très bien. C'est un peintre très, très, très connu et il se met à peindre comme ça des danseuses, et puis, on reconnaît bien en fait, le style de Toulouse-Lautrec et là, il y a une rencontre qui va se faire avec un gars. Donc il continue à peindre, hein, bien sûr, ça fait vraiment du Toulouse-Lautrec et puis il signe, alors il signe pas tout à fait, Toulouse-Lautrec, attends, il signe tout je me souviens plus de l'histoire, s'il signe vraiment Toulouse-Lautrec ou il signe à côté son nom, enfin il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il met Toulouse-Lautrec et donc pour lui, il est persuadé d'être, il dit bien, hein, il dit bien: «Je suis la réincarnation de Toulouse-Lautrec». Il ne dit pas, «Je fais du Toulouse-Lautrec», où, ces peintures, sont des vrais Toulouse-Lautrec. Il dit: «Je suis la réincarnation de Toulouse-Lautrec». Oui, surtout qu'on rappelle donc c'est une histoire qui se passe aux États-Unis. Ouais, En quelle année? Ça, tu l'avais peut-être pas dit? non, je sais Tu t'en souviens plus. pas?
Non, je C'est m'en souviens plus. Je m'en plutôt le souviens siècle dernier ou? m'en souviens plus. D'accord, on essaiera de Je retrouver. Ouais, on essaiera de Mmh. retrouver, ouais. Donc c'est quand même une histoire qui se passe aux États-Unis. Donc déjà en France, quand vous parlez à quelqu'un de contemporain, «Est-ce que tu connais Toulouse-Lautrec?» Bah, il y aura peut-être qu'une personne sur 2 qui vous dira «oui». Alors imaginez aux États-Unis, un garçon vaché, Mmh. il y a à peu près zéro chance, qu'ils connaissent Toulouse-Lautrec, à moins de s'être tout le temps intéressé à la peinture et cetera, mais visiblement c'était pas le cas, de la façon dont tu l'as décrit au début de sa vie, il était pas là-dedans. Non, puis lui, il commence voilà, il rentre vraiment dans le personnage. Il dit: «Moi, je suis Toulouse-Lautrec, je suis sa réincarnation». Il va vivre des choses et puis il va faire une rencontre, c'est un critique d'art, il me semble. Ça fait un petit moment que j'ai écouté la vidéo, donc j'ai pas pris toutes mes notes. Vous écouterez Fabien Olicard qui raconte très, très bien cette histoire et ce gars, il lui dit: «OK, moi je te crois pas, mais ce que tu fais, c'est vraiment bien». Et voilà, il se passe quelque chose, puis les gens vont se mettre à acheter, en fait, ces toiles. Puis il continue et alors on voit que au fil du temps qui passe, il commence à boire, il va pas bien du tout, on voit qu'il rentre en dépression. Son atelier, c'est le bazar total, ce gars ne va pas bien et à un moment, il y a un procès et on l'accuse en fait, de faire du faux. Et puis il dit lui: «Ben, moi je suis la réincarnation donc je fais pas du faux. C'est juste, moi, je suis Toulouse-Lautrec, mais je fais pas». Il dit pas qu'il fait, il dit pas que les peintures qu'il vend, ce sont des toiles de Toulouse-Lautrec, c'est pas ça. Il dit bien qu'il est la réincarnation. Donc ce qui se passe, c'est que ça va, il est laissé tranquille et puis il arrive à l'âge, de 36 ans et il faut savoir que Toulouse-Lautrec est mort à l'âge de 36 ans. 36 ou 34. Pareil, je me souviens plus bien. En tout cas, c'est à peu près cette date-là et il 36 ans, va hein? 36 ans. 36? Ouais, non 36. En OK. mi Le 9 septembre 1901. 1901? Mmh, Mmh et notre, petit Lawrence là, notre William Lawrence, il va se suicider. Il va se jeter, du haut d'un pont, il me semble et puis il laissera un papier parce que il laisse un courrier pour expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que vous devinez un petit peu ce qui s'est passé? Est-ce que toi, tu peux, dire ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu des médiums qui sont venus, qui ont dit, il y a eu tout un tas de choses, hein, pour dire: «Oui, oui, oui, moi je sais qu'il y a des réincarnations». Il y a plein de choses qui se sont dites à cette époque. Est-ce que tu peux deviner ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une idée de ouais, pourquoi il aurait reproduit, la mort de Toulouse-Lautrec. Je sais plus comment est-ce qu'il est mort Toulouse-Lautrec, est-ce qu'il est pas mort en est-ce qu'il fait pas partie de ces artistes parisiens qui seraient morts en buvant un peu trop d'absinthe? Si, si, il buvait beaucoup d'absinthe. Mmh. Ouais, ouais, et puis lui aussi, Toulouse-Lautrec, il participait, il était beaucoup dans des soirées. Vous voyez un peu ses peintures, enfin, si vous voyez pas, peut-être que tu en mettras. Heu, Mmh, c'est et en fait, il a laissé un papier, un courrier qu'a découvert donc le monsieur qui d'ailleurs, le critique d'art là, qui vendait ses toiles, tout ça, qui l'aimait bien. Enfin, je sais plus s'il était critique d'art ou juste vendeur, il y a plein d'infos que je sais plus. Mais du coup, ce gars-là, il l'aimait bien finalement et dans ce courrier, notre, William, Lawrence, malheureux comme tout, déclare qu'en fait, il a menti. Il n'était pas la réincarnation de Toulouse-Lautrec. Qu'il a, c'est un en fait, ce qui s'est passé, c'est il est allé à Paris durant ses jeunes années et voilà, il était en école d'art. Il avait un petit talent quand même, hein, pour peindre, les toiles de Toulouse-Lautrec et pour peindre d'autres trucs, mais on lui a dit que bon, ça vaudrait rien ce qu'il fait
et il était rentré aux États-Unis, déçu, dépité, de tout ça. Il avait abandonné cette idée, mais quand il s'est réveillé, il s'est dit: «Bah, moi je peux plus vivre comme ça, de cette vie-là», et il avait eu cette envie, de se trouver une autre identité, une autre vie, et donc il a menti à tout le monde et il ne pouvait plus le supporter, donc il s'est suicidé. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire, c'est 2 choses. La première, c'est que la personne qui s'occupait de vendre ses toiles, hem, a trouvait enfin, il a dit, par la suite: «C'est dommage parce que il avait déjà un vrai talent en lui-même». C'est-à-dire il a découvert d'autres toiles qu'il faisait et ces autres toiles étaient très intéressantes. Donc il n'a pas eu le courage de créer, ses propres toiles. Il s'est perdu dans cette histoire, il s'est inventé une histoire. C'est pas vraiment une escroquerie, mais quand même dire, faire croire à tout le monde qu'on est la réincarnation de quelqu'un pour se faire connaître. Il a pas vendu les toiles, je veux dire, c'est ça qui est pas une escroquerie. Il a pas vendu les toiles en tant que des toiles de Toulouse-Lautrec, mais il y avait quand même une part d'escroquerie là-dedans, et moi, ça m'a fait penser à tous ces escrocs, tous ces manipulateurs que l'on peut retrouver, partout, qui inventent des histoires, qui disent: «Moi, je suis la réincarnation de tel», ou des gens qui disent: «Moi, je suis capable de voir en vous comme dans un livre ouvert et je vais vous aider, je vais vous sortir de je ne sais pas quoi». Tous ces gens qu'on trouve dans le développement personnel, moi je vous rappelle quand même que j'ai travaillé pendant un temps, dans la revue Infinité, et que j'ai été amenée à rencontrer plein, plein, plein de gens, et que dans ce nombre de personnes, il y a des gens qui évidemment croient, fermement, hein, dans ce qu'ils vivent et ce qu'ils disent. Je ne dis pas que c'est pas une réalité. J'ai pour ma part des choses que je peux percevoir aussi, des choses que je peux vivre, mais vous avez aussi beaucoup de gens, vraiment beaucoup de personnes, qui vont s'en servir pour avoir peut-être de l'argent, pour avoir une domination, pour parfois même créer des sectes. Donc je vais notamment vous parler d'autre chose, Heu, qui fait partie, c'est l'escroquerie sentimentale. L'escroquerie sentimentale, je pense notamment à une histoire d'une personne que j'ai entendue. C'est une personne qui était en grande solitude. Alors elle est pas seule, il y en a enfin, elle n'est pas toute seule à vivre ça, je veux dire, il y a d'autres personnes qui vivent de la solitude, et parce qu'en manque d'affection, elle va sur internet, elle rencontre quelqu'un. Alors je ne sais pas trop si c'est dans, les sites de rencontres ou pas, mais en tout cas, elle rencontre quelqu'un sur des sites de rencontres, et ils commencent enfin, ils s'échangent, des mots et cetera, et puis, des photos des enfants. Le gars évidemment habite à l'étranger, il est dans une situation particulière, et puis voilà, ils sont connectés, mais virtuellement. Alors je rappelle, j'ai sorti une vidéo il y a pas très, très longtemps, il y a 2 semaines, que j'ai tournée avec le docteur Bruno Dubos. C'est une interview que j'ai faite il y a 2 ans. Ça y est, hein. Antoine, vas-y, soutiens-moi parce que j'ai enfin sorti une vidéo il y a 2 semaines, Tu et sorti une vidéo il y a 2 semaines et ouais, j'ai eu 0 notification? sérieusement. Sérieusement? C'est une Qu'est-ce vidéo qui parle des relations amoureuses et de la sphère intime de la relation amoureuse, et là, quand je vais pas prononcer ce mot pour que ta vidéo sorte, donc ça commence par un S. Donc ça parle de ça, et ça parle de la synchronisation. Ah, le S! Synchronisation. C'est comment savoir, si vous voulez, si la relation est saine, toxique, et comment savoir si ça se passe bien. Il y a vraiment des questions précises. Je travaille sur la deuxième partie d'ailleurs. C'est moi, j'apprends toujours beaucoup de choses quand je travaille avec le docteur Dubos, qui est psychiatre à Rennes. Donc je vous invite à la regarder, et en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'une relation, qui se passe, via les réseaux sociaux, qui n'est pas rencontrée corporellement, c'est pas une relation, en fait. Ça n'existe pas en tant que tel. C'est une chose que l'on se crée dans la tête, mais on ne peut savoir que on est bien avec la personne, que ça se passe bien, que c'est la bonne personne,
que si on se rencontre et on sent, voilà, on se synchronise et on sent, corporellement que ça se passe bien, voire on sent corporellement que ça se passe pas bien. Et bon, il y a plus de détails dans la vidéo, je vous renvoie à la vidéo. Et donc Antoine, tu la regarderas, tu likeras et tu me feras un petit commentaire. Voilà. Tout à fait, mais tous les Amimi, là, ça y est, ils y sont tous là, tu vois? Ils voilà, ça y est, ils nous ont lâchés là, ils sont sur ton émission qui parle de synchronisation. On va l'appeler comme ça maintenant, synchronisation. Et donc cette femme, pourquoi je vous raconte l'histoire de cette femme? C'est parce que cette femme va, elle pour elle, c'est l'homme de sa vie. Elle a pas rencontré, hein, je vous rappelle, elle est juste dans l'idée que c'est l'homme de sa vie. Ce qu'on peut comprendre parce que, bah, c'est voilà, elle est en solitude, elle a aussi besoin de cette relation-là, et puis, bah, évidemment, comme vous avez sans doute entendu parler de ces situations, eh bien, il se passe quelque chose. Cet homme doit venir, mais il ne peut pas, parce que, bah, il est coincé pour je ne sais plus quelle raison et elle doit lui envoyer de l'argent. Donc elle se propose de lui envoyer de l'argent jusqu'à ce que son problème se débloque et cetera. Il refuse, finalement il accepte, elle lui envoie de l'argent et puis ça continue comme ça et ça continue très, 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 très loin jusqu'à ce que le pays dans lequel il vit, je crois que c'est le Canada, en tout cas, elle reçoit un message, en disant: «Voilà, ce que vous avez fait, c'est interdit, nous allons vous poursuivre», voilà, elle est menacée de prison, tout ça. Elle part dans tellement de stress, mais de façon, importante que cette femme se suicide. Elle met fin à ses jours et c'est ce qui m'a donné envie de vous parler de tout ça, c'est ces formes d'escroquerie, mais ces formes de croyances. Parce que figurez-vous que j'ai trouvé qu'il y a énormément d'escroqueries, de ce style-là, donc sentimentales, mais aussi d'autres escroqueries, notamment, des escroqueries, sur, des jeunes qui se font avoir ou ils se font, enfin, ils se filment en petite tenue et après on les des jeunes ou d'autres, moins jeunes et comme par hasard, la caméra de l'autre ne fonctionne pas, vous voyez? Enfin, il y a comme, pas mal de choses et donc toujours des gens qu'on a rencontrés sur internet, qu'on ne connaît pas et finalement ensuite, ils se retrouvent dans des situations, horribles où on les menace, de diffuser toute cette vidéo, ces photos, si jamais ils ne donnent pas d'argent et ces escroqueries, eh bien, il y a une secte qui est spécialisée là-dedans. C'est une secte qui se trouve en Côte d'Ivoire. Je ne sais plus quel nom elle a. En tout cas, ils vénèrent un je vous trouverai tout ça pour le prochain Mimi, parce que là, je n'avais pas eu le temps de reprendre toutes les informations précises. Ils vénèrent une déité et puis, ils doivent récupérer le plus d'argent possible, auprès, bon, bah, des personnes qu'ils escroquent, évidemment. Alors, il y en a certains qui vont dire, bah, c'est un peu certains d'entre eux, certains escrocs qui vont dire: «C'est une revanche, de ce que nous, on a subi parce qu'on a été exploités, donc maintenant on fait une revanche, sur ceux qui nous ont les exploiteurs». Bon, peu importe les idées politiques que l'on a là-dessus, en tout cas, une chose est certaine, une relation virtuelle n'est pas une relation. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations, sur, notamment les relations toxiques, bah, Antoine, je crois que tu le sais, mais j'ai tourné plein, plein, plein de vidéos avec, le docteur Dubos, mais aussi avec, le psychanalyste, Jean-Charles Bouchou à ce sujet, donc sur notamment les pervers narcissiques, mais on peut parler des relations toxiques et savoir avoir des repères pour savoir comment se sortir de ça. Pour ça, je ne vais pas vous faire des vidéos sur la chaîne d'Antoine parce que c'est pas le sujet. Toutes ces vidéos-là sont sur ma chaîne. Elles sont, bourrées de conseils et bourrées de connaissances, de ceux que j'ai interviewés. Très bien. Eh bien, figure-toi, Natacha, que pendant que tu donnais ces petites explications à nos amis, j'ai quand même été intrigué, moi, par ton histoire de Lawrence et j'ai fait quelques recherches. Ah super. Eh bien, ce qui va être drôle, c'est parce que ça va ressembler à une histoire
comme on appelle ça, de l'arroseur arrosé. Donc, pendant tout le début de ton histoire, on s'est dit, c'est la réincarnation de Lautrec parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait un lien avec Lautrec, etc. Finalement, avec cette petite lettre à 36 ans, on s'aperçoit que c'était un mythomane et que il se faisait passer, quoi, il a fait semblant de faire semblant d'être la réincarnation de Lautrec, voilà, pour des raisons qui lui étaient propres. Eh bien, cette histoire-là, en réalité, ce serait un mythe urbain qui n'existe pas du tout, C'est qui génial. aurait été complètement inventé, hein. J'ai vraiment cherché dans pas mal avec pas mal de sites de recherche, plus avec le chat qui fait de très très bonnes recherches. Donc ce serait une légende urbaine et il n'y aurait pas du tout effectivement de cas William Lawrence. Il n'y a aucune toile. Alors, si, c'est quand même marrant parce que j'ai trouvé un lien d'une toile qui ressemble à du Lautrec avec écrit William Lawrence, sauf que quand tu veux cliquer dessus, ça te met un message un peu interdit en disant la toile a été retirée, et puis quand tu cliques, ça t'envoie sur un site qui te fait faire bip bip après à ton antivirus. Donc je vous le mettrai pas. Voilà, ça ressemble effectivement à une arnaque dans l'arnaque, cette histoire. Non, c'est formidable parce que cette histoire, je l'ai entendue, c'est une vidéo de Fabien Olicard, donc vous irez écouter, Fabien Olicard. Donc c'est vrai que moi, je me suis dit: «Tiens, ça va intéresser les amis». J'ai pas fait de plus de recherches que ça. Pas le temps, vraiment, j'ai surbooké et puis malade, donc pas fait plus de recherches que ça. Et je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant d'aller parler des escrocs, des arnaques, du virtuel, de tout ce qu'on peut entendre et croire et de se dire, ben, on ne doit pas croire ce que l'on entend». Et je trouve absolument génial que tu aies fait une recherche de la recherche et que toi, tu dis: «Bah, non, c'est une légende urbaine». Donc moi, je vous invite les amis, ça c'est une expérience là qu'on vient de vivre ensemble. Je vous invite à aller faire des recherches sur cette histoire et à me dire dans les commentaires si vous, vous trouvez quelque chose sur William Lawrence ou si comme, notre ami Antoine vient de nous dire, c'est une légende urbaine. Voilà. Allez, j'ouvre un petit sondage là en direct samedi soir sur le chat pour Natacha ou pour Antoine. Voilà. On verra. Ah bah non, c'est pas pour Natacha ou pour Antoine, il faut lui. Non, mais l'interprète pour l'histoire de Natacha ou pour l'histoire d'Antoine, bien entendu, parce que si je mets ça de toute manière, ils vont tous voter pour toi, donc j'ai aucune chance. C'est Mais surtout que toi, tu nous ramènes des histoires d'araignées, donc ils vont tous voter pour moi. bah ouais, c'est sûr. Juste parce qu'ils vont fuir les araignées. Et pour la petite histoire, dans la petite histoire, d'ailleurs, Lautrec s'est mis à peindre parce que justement, il a fait plusieurs chutes de cheval qui l'ont handicapé, qui lui ont arrêté sa croissance, et du coup, il s'est réfugié dans la peinture. Voilà, ça, je savais Ah, pas, j'ai donc découvert ça là, en c'est faisant une histoire, tu vois, c'est un peu les poupées russes là qu'on a, hein. carrément. C'est une histoire dans l'histoire, ah c'est génial. Bon bah écoute, je vais aller faire mes recherches moi-même, bientôt là et j'avais fait je peux juste avant l'émission, pour te dire, j'avais quand même fait une recherche via ChatGPT en disant: «Voilà, tu ne mens pas», parce que ChatGPT ment, vous le savez. ChatGPT, c'est pas, quelque chose qui sait la vérité, il est programmé, raconter des histoires pour en fait, c'est un bot, qui conversationnel, ça y est, je retrouve le mot. Donc il est D'accord, donc tu es obligé de lui dire: «Tu ne mens pas» pour avoir des bonnes informations, c'est incroyable. ah bah, oui, oui, tu es obligé de le enfin je l'ai pas encore, je lui ai pas encore donné toutes les indications, mais tu lui dis, «Tu vérifies tes infos, tu ne mens pas» et cetera. Oui, tu es obligé de le paramétrer. Après, tu peux le paramétrer complètement, dans une petite partie là, enfin bref, c'est pas le sujet, et je lui ai demandé de faire des petites recherches et lui, il a trouvé une histoire de Pierre Bellemare et il a trouvé des vidéos, quoi. Mais ça peut être une légende urbaine, hein. Mmh. Parce que lui, i si vous avez ça, si vous avez cette histoire qui se répète sur YouTube, qui se répète sur le net, mais lui, sa source d'information, c'est ce qu'on lui donne,
Donc c'est nourri par le net, et cetera. Donc il va reprendre des informations fausses, qui nourrit des informations fausses, et cetera, et il va vous les citer comme des informations vraies. Donc il faut vérifier. Exactement, sachant que Pierre Bellemare ne racontait pas que des vraies histoires. D'ailleurs, à Mmh. un moment donné, je ne sais plus sur quelle radio il était, ils avaient un jeu comme ça où, avec Pierre Bellemare, plus d'autres animateurs radio, chacun racontait son histoire, et puis le public devait décider laquelle paraissait la plus véridique et laquelle était fausse. Et c'est vrai que Bellemare, il avait une telle façon de raconter qu'on avait vraiment l'impression qu'à chaque fois, tout ce qu'il disait, c'était vrai, mais il arrivait à, voilà, à faire croire ce qu'il voulait. Bah, en même temps, C'est le c'est principe du un peu conteur, hein, pareil. Bah, c'est le principe du conte. Quand tu racontes une histoire, tu te dis: «Pourquoi cette personne, me raconte ça? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?» Mais si tu mets en doute tout ce que tu entends, ça peut être aussi compliqué. Et vous avez des personnes qui vivent des choses, extrêmement étonnantes, qui sont réelles, et vous avez des personnes qui disent vivre des choses extrêmement étonnantes et qui sont fausses. Il faut regarder derrière ce que la personne veut en tirer. Peut-être que c'est un mégalo, qui a juste envie de raconter des histoires, et qui vit dans sa tête, et qu'il invente des trucs parce que sa vie, il la trouve, tout à fait, banale, et qu'il a envie de briller. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui veut avoir une emprise, sur d'autres personnes. Et j'ai entendu des histoires de gens qui disent, bah, tiens, on en a un là, comment il s'appelle, ce gars qui dit qu'il a, les Elohim là, qu'il a vu, comment il s'appelle ce gars là? Je me souviens plus. Il a fondé une secte. Raël, Raël, Raël. Bon, de son vrai nom, c'est pas Raël, c'est, un autre nom. Voilà, bah, ce gars, il arrive et il dit: «Voilà, moi, j'ai vu, une soucoupe qui arrive vers moi, et j'ai vu, ceci, cela», mais plus il donne pas vraiment de détails, et à partir de ça, après il se contredit un petit peu d'ailleurs, et à partir de ça, ils font tout un mouvement, et il y a plein de gens qui se disent: «Bah, voilà, moi, je vais le croire». Puis il y a d'autres gens qui disent: «Ben, moi, voilà, je suis mort». J'ai entendu un gars là justement, «Je suis mort, et je suis revenu à la vie». Alors vous avez des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, et je les ai interviewés. Puis il y a d'autres gens qui disent: «Bah, je suis mort, je suis revenu à la vie, mon corps est là, mais c'est pas moi, c'est moi, je suis là, et j'ai, tous les pouvoirs divins, Dieu, me traverse, et je peux vous guérir complètement, je peux vous guérir du cancer, je peux vous guérir de ça, de ça». C'est complètement faux, mais ils le disent, et qu'est-ce que tu veux faire? C'est à toi, c'est à nous de se dire: «Bon, ben, il y a des limites, quoi». le discernement. Et encore, si tu es dans l'affliction, si tu as perdu quelqu'un de cher, si tu es, en Ah bah attente oui, de trouver quelque, et puis que tu vas voir, on te dit: «Tu as une ben, copine, t'as, un copain t'as qui une te perte de demande». discernement dans ces cas-là. Non, mais c'est tout Ouais, à fait ça. c'est si vous allez voir un voyant, une voyante, ne lui donnez pas d'infos sur vous, par exemple, et voyez ce qu'il vous raconte. Alors probablement, la plupart des voyants vont vous dire des choses complètement, générales, enfin des choses des informations générales plutôt. Hem Et puis ils vont essayer de savoir, en général, ils vont vous parler, de la relation amoureuse, de votre activité professionnelle et de la santé. Et puis si vous avez des questions précises, ben, ils vont pas forcément les voir. Enfin, j'ai eu moi-même des flashs de voyance, je dis pas que ça existe pas, mais j'ai eu des flashs. Je ne saurais jamais faire de la voyance comme ça, jamais. Ça t'est arrivé toi, peut-être, ou vous avez eu peut-être les amimi, des prémonitions, des rêves prémonitoires, ou même carrément des flashs? Bah, ça veut pas dire que, qu'on est capable de faire une séance en disant: Attends, il va t'arriver ça». C'est à moi que tu poses la question vraiment, Natacha. Ouais. Déjà que moi, j'arrive pas à voir ce que je vais faire la semaine prochaine, même quand je dis je vais faire ça la semaine prochaine, alors de là avoir des flashs de voyance. Bah. Ouais. Ok, bon voilà, mais en tout cas, ouais, on a eu voilà, une petite discussion, un petit échange assez sympathique sur ces sujets.
Il y avait pas de prétention particulière, hein, ce soir, hein, voilà, c'était une émission, tranquille parce qu'en ce moment, on fait tellement de choses que c'est vrai que, voilà, il faut du temps aussi pour bien se préparer. C'est pour ça d'ailleurs, je vous rappelle, l'émission sur la Lune, elle va arriver et vraiment je tiens à la faire celle-ci parce que plus je creuse le sujet, plus je suis, enfin vous verrez. Ouais, non, mais c'est Voilà et puis, si, vous ne savez pas quoi faire aussi ce week-end, petit rappel ou tout simplement petite information si vous ne l'avez pas vu passer. J'ai sorti sur ma chaîne secondaire, Tolkien Collection, notre gazette du mois de novembre, avec entre autres d'ailleurs un autre youtubeur qui s'appelle, Elrohir. Alors on a passé 2 heures à discuter, c'était très sympathique et ça passe très, très vite, une fois qu'on est dedans, sur toute l'actualité Tolkien. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. mmh. Bon, beh, Natacha, dans tous les cas, on se retrouve, la semaine prochaine pour un prochain Mimi. En attendant, les amis Mimi, passez un très, très bon week-end. Natacha, un très bon week-end de 3 jours? 4 jours? Ah non, toi, tu peut-être pas Non, non, toi, c'est jamais d'arrêt, en fait. Toi, moi c'est je working girl. bah, quand je suis malade, quoi. Parce que Mmh, là, j'ai dû arrêter mes consultes. voilà. Bon, eh ben, en tout cas, reporte-toi bien et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insou Reporte-toi bien. oui, Sur porte-toi bien. Je me suis dit: «Je sais pas ce que je réponds à ça». On est claqués. C'est ça. Ah purée, mais c'est pas vrai, je cherche, mais où es-tu, mon émission? Ramener. Attends, Il me voit pas. qui Ça, c'est qui ça te va voit pas? atterrir dans le bêtisier. Non, je te vois pas du tout, mais ça enregistre, tu le sais. Donc même si je te vois pas, je te verrai au montage. Oui, c'est là où j'ai des moments de solitude, moi. Je me fais ma connerie, comme ça, toute contente, puis lui, il réagit pas. Et là, je sais que je vais avoir un truc de bêtisier. Mais en fait, ce que je voulais montrer, c'était, mon petit copain de l'autre jour, Ton petit copain de l'autre jour. Ah beh oui, beh oui, voilà, avec ses oreilles. c'est dans le bêtisier. Bravo. Ben, moi, je vais vous parler manipulation, mensonge, mais avec ses non, efface. Il efface. Et il fait pas mal de bourdes et bien évidemment, un jour, il y a une grosse de ces bourdes qui va l'amener à un accident assez grave parce qu'il monte sur une jument et en fait, les vachers, les cow-boys savent que quand on est sur quand on monte une jument, enfin quand on est, dessus, je sais pas comment le dire du coup. C'est voilà, je vois le sourire d'Antoine, je me dis: «Qu'est-ce qu'il pense En fait, cet homme?» je pense rien du tout, mais en fait, comme il y a tellement rien à penser, le fait que tu commences à t'emmêler pour essayer de dire qu'il y a rien à penser, c'est du coup, ça devient suspect, tu et donc du coup, j'essaie de comprendre et là, je me dis: «Non, c'est pas de ça dont elle veut parler». Si, Donc si, parce que en fait, ils savent, les vachers, qu'il faut pas rencontrer, des talons, il faut pas rencontrer de cheval. C'est pour ça que j'ai pensé: «Tiens, ils peuvent se tromper dans» bon bref.
Bon, ça fait comment le pull bleu là? J'ai rajouté ça parce que j'avais un peu froid. C'est comment? Bleu, Je l'enlève? C'est non. bleu? Ouais, 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 ouais. C'est mieux? Mmh, tu avais pourtant pas une paire d'as, hein, tu as enlevé ton pull, d'accord. Eh ouais, Eh ouais, ça y est. Non mais t'inquiète parce que j'ai encore un truc dessous, hein. ouais, C'est mal me connaître. Oh miasme, oh miasme, oh miasme.